va discuter ce soir du plan d'analyse statistique. Et comme je disais d'entrée de jeu déjà, c'est une question qui est assez fréquente. Il y a beaucoup de questions que je reçois souvent autour de cette affaire de plan d'analyse statistique, etc. Et on a 3 jours pour travailler. Donc, c'est une masterclass qu'on a voulu fragmenter en 3 parties. Et la raison fondamentale de cette fragmentation, c'est le fait que, en réalité, mettre tout en un bloc, ce serait très long. Et mon objectif, c'est qu'on ne dépasse pas 45 minutes pour chacune des sessions, ce qui laisserait la possibilité de bien comprendre, de bien assimiler, et de pouvoir bien regarder tous ces éléments-là par la suite. Voilà, donc qui est-ce que je suis? Il y a certainement beaucoup de personnes ici qui m'écoutent pour la première fois. Donc, mon nom, c'est Guy Wafeu. Je suis médecin généraliste de formation de la 40e promotion de la faculté de médecine de Yaoundé. Et par ailleurs, j'ai fait santé publique, donc j'ai un master en santé publique, MPH comme on dit souvent. J'ai également une formation en méthode statistique avancée à l'Université de Marseille et un diplôme universitaire en revue systématique de l'Université de Paris-Cité. Voilà, et je suis le coordonnateur du groupe BMR, qui est le groupe qui organise la session qu'on a ce soir. BMR qui signifie simplement Building Medical Research in Africa. Et nous avons plus de 1000 étudiants et résidents qu'on a encadrés à ce jour parce que c'est en 2015 qu'on a commencé à travailler. Et au quotidien, je suis statisticien et chercheur. C'est ce que je fais de mes journées. Faire la recherche, protocole de recherche, analyse des données, masque de saisie et tout ça. Et je suis également enseignant à l'Université Yaoundé 1 avec près de 35 articles maintenant dont je suis co-auteur et 2 livres. Et je suis marié à la charmante Élodie, comme je l'appelle souvent, et nous avons 2 merveilleux enfants. Donc voilà celui qui a l'honneur et l'occasion aujourd'hui de vous parler du plan d'analyse. Et le but de cette présentation, c'est que vous puissiez être capable de concevoir un plan d'analyse statistique pour une étude en santé. Ça veut dire que mon objectif dans cette masterclass, ce n'est pas juste que vous ayez des notions théoriques. Parce que si c'est ça, c'est que moi, j'aurais échoué. C'est vraiment pas ça l'objectif. Mais c'est que vous puissiez être capable de concevoir un plan d'analyse statistique. Et on verra au cours des 3 sessions, donc aujourd'hui, demain et mercredi, les différents éléments qui vous permettront de concevoir ce plan d'analyse statistique-là. Et comme objectif, donc, pour la présentation, ça c'est pour les 3 présentations parce que c'est les 3 que j'ai fait une fois. Le premier, c'est que vous puissiez connaître la définition d'un plan d'analyse statistique et à quoi est-ce que ça sert. Et je crois que même si vous apprenez juste ce point-là, pour aujourd'hui, ce serait largement suffisant. Parce que c'est quelque chose qui est souvent très, très embêtant. Il y a souvent beaucoup de questions qui viennent, beaucoup de choses qui passent à côté, à gauche, à droite, on ne comprend pas si. Mais vraiment, saisir ce que c'est et à quoi est-ce que ça sert, c'est déjà un élément capital. Et la deuxième chose, comme on dit, c'est que vous puissiez décrire le contenu d'un plan d'analyse statistique, d'une part pour les études descriptives, d'autre part pour les études analytiques. Et je vous montrerai un exemple de plan d'analyse statistique pour que vous voyez concrètement à quoi est-ce que ça ressemble. Et enfin, le troisième objectif, c'est que vous puissiez utiliser le modèle de plan d'analyse statistique que je vais vous montrer et qui vous sera partagé également pour concevoir le plan d'analyse pour vos études, que ce soit pour une thèse, pour un mémoire, pour un article ou tout ce qu'on peut imaginer là derrière. Voilà. Et d'entrée de jeu, je vous encourage déjà à vraiment faire l'effort de participer à toutes les 3 sessions parce qu'on va aborder ces notions sur les 3. Et à la session de mercredi, c'est là que je vous présenterai le modèle du plan d'analyse statistique que nous avons conçu et qui a déjà été utilisé au moins par 500 personnes aujourd'hui parce qu'à chaque fois, lorsque nous on travaille avec des personnes, c'est le modèle qu'on leur donne pour faire le plan d'analyse statistique et la plupart arrivent à produire un plan d'analyse statistique qui est correct. Donc, voilà les 3 objectifs qu'on a pour les 3 jours de masterclass que nous aurons au total. Maintenant, on va parler un peu du cycle de la recherche parce que pour arriver à comprendre ces éléments dont je suis en train de parler,
il faut avoir une idée claire de ce que c'est que la recherche. Et lorsque je parle de recherche, en fait, il y a ce cycle que j'ai publié dans mon premier livre, Guide d'initiation à la recherche quantitative en santé, qui permet en fait de comprendre le processus et les étapes par lesquelles on passe lorsqu'on est en train de mener un travail de recherche. Et c'est important d'avoir cette vue globale parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de pouvoir concevoir votre processus de recherche, de pouvoir le mettre en œuvre jusqu'à obtenir les résultats à la fin. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de bien comprendre le processus, d'autant plus que l'analyse statistique et le plan d'analyse interviennent juste comme un élément de ce cycle de la recherche. En principe, on ne peut pas faire de la recherche, ou du moins de l'analyse statistique, si on n'a pas compris le processus global de la recherche au travers de ces différentes séquences. Et parlant de ces séquences, donc, en général, il faut commencer par identifier ce qu'on appelle un problème de recherche. C'est en général un problème qui peut être résolu au travers de la recherche. Ensuite, il faut formuler une question et les objectifs de recherche. Et ça, c'est quasiment la fondation de tout travail de recherche qu'on a fait. Donc, quand vous avez une idée de recherche, ça peut être pour un mémoire, pour une thèse, pour un article ou pour autre chose, il faut fixer les objectifs parce que ce sont ces objectifs, qu'on va le voir tout à l'heure, qui vont nous aider à concevoir un plan d'analyse statistique qui est cohérent, qui est normal, qui est bien et qui respecte les normes et les standards en matière d'analyse statistique des données. Donc, c'est important de pouvoir formuler des objectifs qui sont clairs. Ensuite, il faut élaborer un protocole de recherche. Et le protocole de recherche, en fait, ce sont les différentes phases de mise en œuvre. L'idée derrière le protocole, c'est de dire, OK, lorsqu'on va aller sur le terrain pour collecter les données de la recherche, comment est-ce qu'on va procéder? Par exemple, on va aller dans quel endroit? On va inclure quels participants qui ont quels critères, on va inclure combien de participants, on va collecter quelles variables, ce sera quoi la méthode de collecte. Bref, c'est l'ensemble de ces éléments qui nous disent concrètement comment est-ce que le travail de recherche va se passer sur le terrain. Après avoir élaboré le protocole, donc l'étape suivante, c'est l'implémentation même de la recherche. Donc, c'est à cette étape maintenant qu'on va aller sur le terrain pour collecter les données, en fait, pour mettre en œuvre ce qu'on a prévu dans son protocole de recherche. Et très souvent, cette étape, justement, va consister à la collecte des données. Ça peut être sur des participants humains, ça peut être sur des échantillons de laboratoire, ça peut être n'importe comment, mais il y a des données qu'on va collecter. Et c'est après donc qu'intervient ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la diffusion ou la présentation, la dissémination des résultats. Une fois que j'ai fini ma collecte des données, en principe, il faut faire une analyse de ces données-là. Il faut faire des calculs, il faut faire des graphiques, il faut faire, voilà, tout ce qui va me permettre de présenter les résultats de mon travail de recherche. Et c'est à cette étape donc que le plan d'analyse statistique va intervenir. Et par plan d'analyse statistique, on va le voir dans la suite, c'est vraiment l'élément central qui va aider à faire l'analyse et à présenter les résultats de son travail de recherche. Et je précise juste en passant que là, je passe rapidement sur les autres points, mais on a également d'autres formations, je le montrerai à la fin même sur notre page YouTube, qui reviennent sur ces différents éléments du processus de la recherche. Choix des objectifs, revue de littérature, type d'études, tas d'échantillons et tout le reste, parce que tout ça rentre dans la méthodologie de la recherche et donc dans la rédaction du protocole. Donc ça, ce sont les éléments qu'on a avant d'arriver au niveau du plan d'analyse statistique. Maintenant, c'est donc quoi le plan d'analyse statistique concrètement? Voilà. Tchoup. Qu'est-ce que c'est? En fait, le plan d'analyse statistique, c'est le squelette ou le schéma suivant lequel les résultats de notre étude vont être présentés. C'est un peu comme la maquette que je vais utiliser globalement pour pouvoir ressortir les résultats que j'ai à présenter dans mon travail. C'est un peu comme le moule. Je vais d'ailleurs vous montrer un exemple tout à l'heure. C'est vraiment comme l'élément sur lequel je vais baser, comme un modèle sur lequel je vais me calquer pour pouvoir mener l'analyse statistique correspondant à l'étude ou à la recherche que je suis en train de faire. Et c'est un document qui, en principe, est conçu par la personne qui mène le travail de recherche. Très important.
et non pas le statisticien. Et ça, c'est une erreur très fréquente que je rencontre souvent. Les personnes qui m'appellent me contactent en se disant que comme je suis statisticien, ça veut dire que c'est mon rôle, normalement, de faire le plan d'analyse statistique. Oh, en principe, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça le truc. C'est la personne qui mène le processus de recherche, c'est la personne qui fait le travail de recherche qui doit concevoir le plan d'analyse statistique. Et la raison est toute simple. C'est que celui qui fait la recherche est bien placé pour connaître ses objectifs, pour savoir quels sont les résultats qui peuvent être bien présentés pour atteindre ces objectifs-là, pour savoir qu'est-ce qui, dans ce domaine, par exemple, quelqu'un qui fait une étude en gynécologie, est mieux placé pour savoir, dans le domaine de la gynécologie, comment est-ce qu'on présente telle variable. Lorsqu'on va dire, par exemple, le nombre de grossesses, il y a, par exemple, une certaine façon dont les gynécologues classent le nombre de grossesses. Peut-être on va mettre une grossesse 2 à 4, plus de 5, par exemple, ou une grossesse 2 à 3, 4 à 5 et plus de 5, par exemple. Donc, ces classifications qui sont propres au domaine. Et c'est pourquoi c'est la personne qui fait la recherche dans un domaine précis qui est bien placée pour concevoir le plan d'analyse statistique. Et c'est tout l'intérêt de cette présentation. C'est que vous puissiez en fait maîtriser la chose et que quel que soit votre domaine, que vous ayez des compétences en statistique ou non, que vous soyez capable de concevoir un plan d'analyse statistique qui va être valide et utilisable partout. Et l'autre chose importante, c'est que le format du plan d'analyse statistique, en fait, est identique à celui des résultats finaux du travail de recherche. C'est-à-dire, quand je fais mon plan d'analyse statistique, ce que je présente doit être exactement comme ce que j'aurai dans mes résultats à la fin. Et je vais montrer un exemple tout à l'heure, comme je le disais. Et vous le verrez d'ailleurs dans le modèle aussi que je vais vous présenter et qui vous sera partagé lors de la dernière session. En fait, les tableaux que j'aurai, normalement, si on prend mon plan d'analyse statistique, on prend mes résultats. La seule différence doit être le contenu qui sont les chiffres. C'est-à-dire le nombre de tableaux doit être le même. Les variables dans les tableaux, ça doit être les mêmes. Ce que j'ai mis comme graphique doit être les mêmes. C'est vraiment comme un architecte qui s'assoit et qui dessine le plan de sa maison avant de passer à la mise en œuvre. Et évidemment, si votre architecte dessine la maison avec une porte et que le maçon construit la maison avec 3 portes, je crois que vous allez vous inquiéter par rapport à ce maçon parce que ça ne respecte pas le plan. Et c'est pourquoi quand on fait un plan d'analyse statistique, le résultat doit être vraiment identique et calqué à ce qu'on a sur le plan. D'où l'importance de faire un plan d'analyse statistique qui est convenable, qui est correct et qui peut être justement bien adapté à son étude. Maintenant, on va voir à quoi est-ce que ça sert d'avoir un plan d'analyse statistique. Quel est réellement l'intérêt d'avoir un plan d'analyse statistique? La première chose, c'est que le plan va vous permettre de définir clairement comment les résultats vont être présentés pour vous permettre d'atteindre les objectifs de l'étude. Lorsqu'on fait une étude en général, le but, c'est d'atteindre les objectifs. Bon, OK, je peux avoir comme objectif, par exemple, numéro 1, décrire les caractéristiques de la population d'études. Numéro 2, déterminer les symptômes les plus fréquents. Numéro 3, étudier les facteurs associés à la suivi, par exemple. Maintenant, il faut que je me rassure que mes résultats que je vais présenter à la fin me permettront effectivement d'atteindre ces objectifs que j'ai fixés. Parce que autrement, ben, j'aurais fait un travail de recherche qui est complètement inutile. Et c'est pourquoi le plan d'analyse statistique va m'aider à me rassurer que tel que mes résultats vont être présentés, mes objectifs vont être atteints. Deuxième raison pour laquelle, deuxième importance, c'est que le plan d'analyse statistique va nous aider à choisir le format de présentation de chaque résultat. Et quand je parle de format, je fais allusion à la tranche qui sera utilisée pour les variables continues. Je fais allusion au groupe qu'on peut créer pour les variables catégorielles. Je fais allusion à la présentation sous forme de tableau, de graphique ou de figure, ou etc. Et l'idée ici, c'est de dire, en général, pour un résultat, on a plusieurs façons de présenter. Je peux présenter le même résultat, je peux présenter un résultat sous forme de tableau. Donc, je fais un tableau, effectif, pourcentage et tout le reste. Je peux présenter un résultat sous forme de graphique. Je peux faire un diagramme en bande, un diagramme, un histogramme, ainsi de suite. Je peux présenter sous forme de figure, comme une courbe ou des choses comme ça. Et en principe, ce n'est pas au statisticien de décider. Ce n'est même pas au moment où on fait l'analyse des données qu'on doit décider de ça. Mais c'est au moment où je conçois mon plan d'analyse statistique. Et quand je parle des tranches des variables continues, je prends le cas de l'âge, par exemple.
Lorsqu'on analyse la variable H, comme on le verra à la prochaine session, où on va parler de la statistique descriptive, lorsqu'on analyse la variable H, on va se rendre compte que je peux découper l'âge en plusieurs catégories. Je peux mettre des catégories de 10 par exemple. Ça, c'est une possibilité. Je peux mettre des catégories de 15, des catégories de 5. Et en général, ça va dépendre de la population que je suis en train d'étudier. Si, par exemple, je travaille chez les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire, par exemple, de 15 à 45 ans, je peux me permettre de faire des catégories de 10, voire des catégories de 5. Mais si je travaille chez toute la population, y compris les enfants et les adultes et les personnes âgées, si je mets des catégories de 5, ce sera trop grand. Et c'est pourquoi le plan d'analyse statistique va nous aider donc à définir d'emblée quelles sont les catégories qu'on va fixer pour son analyse. Et c'est pareil pour les paramètres biologiques qu'on a souvent à mesurer. Je mesure par exemple la calcémie et je me dis, OK, il me faut présenter les résultats de la calcémie dans mon analyse. C'est dans le plan d'analyse que je vais définir quelles sont les catégories à utiliser. Peut-être je vais mettre moins de 110 à 140 ou plus de 140. Peut-être je vais juste mettre en deux catégories, hypocalcémie et normale. Ou peut-être juste normale et hypercalcémie. Ou en trois catégories. Bref, c'est dans mon plan d'analyse statistique que je choisis quel est le format suivant lequel je vais présenter les résultats de mon étude. Et vous comprenez évidemment que c'est ça qui va donc orienter le statisticien ou alors orienter l'analyse des données si on est la personne qui va pouvoir analyser ces données soi-même. Et mieux encore, le plan d'analyse statistique va nous aider à définir les outils statistiques qui seront utilisés pour l'analyse de ces données. Et quand je parle d'outils statistiques, je ne parle pas nécessairement de préciser les tests statistiques qui vont être utilisés. Parce que justement, ça, par contre, c'est le rôle du statisticien de savoir quel test correspond à quelle variable. C'est d'autant plus que parfois, il y a certains tests statistiques qui vont dépendre des données. Je prends un exemple. Pour présenter la moyenne ou la médiane, qui sont deux paramètres de tendance centrale, comme on le verra à la prochaine session, ça va dépendre en fait de est-ce que la distribution de mes données est normale ou pas. Et ce n'est que pendant l'analyse qu'on peut vérifier si la distribution est normale ou pas. Et ça impacte les tests statistiques qu'on va utiliser. Avec la moyenne, par exemple, c'est un test de Student. Avec la médiane, c'est un test de Mann-Whitney, juste cet exemple-là. Et vous comprenez que pendant que vous faites le plan d'analyse statistique, ne sachant pas déjà si vos données sont de distribution normale ou pas, vous n'aurez pas la possibilité de choisir quel est le test statistique qui convient. Et donc, c'est celui qui analyse les données, qui, connaissant ces éléments, devrait pouvoir choisir le test qui convient. Mais au moins, dans votre plan d'analyse statistique, vous devez préciser, je veux comparer la moyenne entre telle catégorie et telle catégorie, ou alors la médiane entre telle catégorie et telle autre catégorie, comme on va le voir tout à l'heure dans un exemple de plan d'analyse statistique. Donc, ça fait que vous pouvez au moins déjà définir les outils statistiques qui vous seront utiles, même si vous ne présentez pas encore les tests statistiques qui vont être appliqués. Et dans l'image que vous avez là, en fait, l'idée, c'est de dire le plan d'analyse, c'est un peu comme le moule qu'on a ici. Et le gâteau, en fait, c'est les résultats qu'on va mettre à l'intérieur. Et vous verrez que le gâteau a exactement la forme du moule qu'on a présenté ici, parce que c'est lui qui a permis de produire ce gâteau qu'on a. Donc, voilà ce à quoi va nous servir un plan d'analyse statistique. Maintenant, quels sont les principes qu'il faut respecter lorsqu'on est en train de rédiger un plan d'analyse statistique? Le premier principe, c'est que vous devez organiser le plan en sections ou en titres qui représentent en fait les objectifs spécifiques de votre étude avec les différents titres correspondants. Donc, l'idée ici, c'est de dire, quand je dis je vais faire un plan d'analyse statistique, la première chose, c'est de remettre les objectifs de l'étude que je suis en train de faire. Parce que le but des résultats, c'est atteindre les objectifs de mon étude. Ce n'est pas autre chose. Quand je présente mes résultats, le but, c'est que je dois atteindre les objectifs. C'est pourquoi il faut déjà que je rappelle ces objectifs-là et que mes différentes parties de mon plan d'analyse statistique soient les différents objectifs que j'ai dans mon travail. Parce que c'est ça qui me garantit le fait que je vais atteindre mes différents objectifs. Et comme j'ai mentionné ici, chaque titre, en fait, doit contenir les résultats qui correspondent à cet objectif-là. Donc, quand je mets un objectif, par exemple, je sais que lorsque je vais présenter mes résultats, les résultats qu'il y a sous ce titre-là sont ceux qui correspondent à cet objectif. Par exemple, si j'ai objectif 1, décrire les caractéristiques de la population que j'étudie, en fait, je dois mettre dans cette partie-là
les résultats qui me permettent de décrire les caractéristiques de la population que j'étudie. Si j'ai objectif de déterminer la prévalence de telle maladie dans la population, je dois avoir dans mon plan d'analyse statistique, cette partie-là, les éléments qui correspondent à l'objectif numéro 2 que je suis en train de présenter. Et ça me garantit le fait que quand j'aurai fini mon plan d'analyse statistique, je suis sûr que si on me présente les résultats sous ce format-là, j'aurai atteint les objectifs de mon étude. Autre principe, c'est que les tableaux qu'on présente doivent être numérotés en chiffres romains majuscules, avec des titres qui décrivent le contenu de ces différents tableaux-là. Donc, quand je mets mes tableaux, ce n'est pas juste que je balance des tableaux comme ça, mais je donne directement avec les titres de mes tableaux et je numérote les tableaux, tableau 1, tableau 2, tableau 3, ainsi de suite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment dans le format où mes résultats seront à la fin. Quand quelqu'un a fait un bon plan d'analyse statistique, en général, quand on lui remet les résultats, tout ce qu'il a à faire, c'est ajouter les commentaires et les résultats sont terminés. Mais malheureusement, ce que je vois souvent, c'est quand on dit à quelqu'un, fais un plan d'analyse statistique, la plupart des gens vont juste mettre des tirets. Premier tiret. Je voulais un peu qu'on décrive les variables. Deuxième tiret. Je voulais un peu savoir si tel facteur influence tel. Troisième tiret. Je voulais savoir si le facteur B influence C. Quatrième, je voulais savoir si C influence B. Et après, on a une longue liste de choses. On ne sait pas à quoi telle chose va servir à telle chose. Et à la fin, on se retrouve avec une panoplie de résultats. Et on est complètement perdu là-dedans. Alors que quand on a bien présenté, suivant les objectifs, avec ces tableaux, avec les titres de ces tableaux, on sait où on va et quand on reçoit les résultats pour l'analyse de ces données, on sait précisément qu'est-ce qu'on va en faire. Un autre principe, c'est que on a la possibilité de décrire plusieurs variables dans un seul tableau, mais seulement les tableaux doivent tenir sur une seule page. On ne doit pas avoir un tableau qui chevauche sur deux pages. Et ça, c'est valable pour le plan d'analyse statistique parce que c'est un principe dans la présentation des résultats d'un travail de recherche dans un mémoire ou dans une thèse. Donc, il faut éviter que le même tableau puisse chevaucher sur plusieurs pages. Et c'est pourquoi dans le plan d'analyse statistique, on va éviter que ce soit le cas. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure avec tous ces principes qui sont appliqués pour que vous ayez une idée claire de ce que c'est et qu'à la fin, vous puissiez avoir des plans d'analyse statistique qui sont plus corrects, qui sont plus cohérents et qui donnent envie de lire et de faire la recherche. Et je précise au passage, entre parenthèses, que notre vision et notre objectif au BMR, c'est d'améliorer la qualité de la recherche dans notre environnement, notamment la recherche en santé principalement, et de plus en plus, on s'étend dans d'autres domaines, en économie, dans d'autres domaines dans tous les cas. Et améliorer la qualité dans le sens où ce que je suis en train de vous présenter là, ça peut avoir l'air simple et banal, mais quand on fait dans le domaine de la recherche en santé publique, vous allez être surpris des aberrations que les gens font par rapport à cette question de plan d'analyse statistique. Et c'est pourquoi notre but, c'est que si vous pouvez au moins comprendre ça, et faire des plans d'analyse statistique qui sont corrects, qui sont convenables, alors à coup sûr, au moins, on aura des choses qui sont de meilleure qualité. Parce que même quand vous avez un statisticien qui n'a pas forcément fait la recherche en santé, au moins si vous lui donnez un plan d'analyse statistique qui est bien conçu, n'importe comment, il va arriver à donner des choses qui sont pertinentes. Mais quand vous venez voir quelqu'un qui n'a pas fait la statistique de la santé et que vous donnez vos données comme ça, je veux les résultats, ça va prendre énormément du temps alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, on espère vraiment qu'avec ces activités, avec ces différentes vidéos, vous allez pouvoir bien maîtriser. L'autre principe qu'on a dans le plan d'analyse statistique, c'est que vous avez la possibilité de mettre du texte pour la présentation de certains résultats, surtout les résultats quantitatifs. Ça veut dire qu'il y a certaines variables en fait que vous aurez à décrire, mais qui ne sont pas sous forme de tableau, qui sont juste sous forme de texte, qui vont être mis comme ça dans les résultats à la fin. Par exemple, ce qui va servir à présenter la moyenne ou la médiane ou le minimum, le maximum, etc. Et c'est ça, en fait, qu'on peut mettre dans un plan d'analyse statistique sous forme de phrases. Donc, ce n'est pas que des tableaux qu'on met, mais c'est également des phrases qu'on peut mettre pour certains résultats particuliers. Et un élément capital, c'est le format des tableaux. Comment est-ce que les tableaux se présentent? 4 principes qu'on a là concernant la présentation des tableaux. Premièrement, on doit avoir uniquement 3 traits horizontaux dans les tableaux. Je vous montrerai l'exemple tout à l'heure. Uniquement 3 traits horizontaux. Il ne faut pas qu'il y ait des traits verticaux. Ce n'est pas des tableaux comme ce qu'on a basiquement sur Word, mais c'est des tableaux qui respectent le format dit style à pas.
On ne doit pas avoir de couleur dans les tableaux, même pas les fonds gris. Ça doit être complètement blanc. Et très important, chaque modalité de réponse doit être dans une ligne à part, telle que vous voyez là. Et je vous montrerai l'exemple tout à l'heure. Donc, l'idée n'est pas, en fait, de ne pas mettre tout dans une cellule. Parce que quand je vais vous montrer, vous aurez l'impression que, pardon, que tous ces éléments ont été mis dans la même cellule. Mais en fait, ce n'est pas ça. Chaque ligne, chaque modalité doit être dans sa ligne à part. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, quand je vais vous montrer l'exemple et comment est-ce que ça se fait à ce moment-là. Et lorsque vous avez des figures à présenter, vous devez pouvoir définir les types de figures entre parenthèses du titre du tableau. Parce qu'en général, les figures, c'est juste un tableau qu'on a choisi de convertir au format de figure. Et donc, si vous voulez mettre peut-être un résultat sous forme d'histogramme ou sous forme de diagramme en bande, vous mettez le tableau correspondant et entre parenthèses, vous allez mettre le type de figure que vous allez mettre pour ce type de tableau-là. Et celui qui fait l'analyse saura que, OK, pour ce tableau, c'est après avoir fait le tableau, je crée la figure qui va et qui correspond à ce tableau-là. Et ainsi, quand on vous renvoie au résultat d'analyse, tout est clair et vous savez comment présenter. Vraiment comme quelqu'un qui a déjà fabriqué son moule ou qui a dessiné la maquette ou le plan de sa maison, quand il remet ça à un maçon, j'ai envie de dire, il peut dormir tranquille, sachant que ce qu'on va lui rendre sera conforme à ce qu'il a décrit à l'avance. Voilà. Pardon. Ceci étant dit, on va passer à un exemple. Je vais vous montrer un exemple de plan d'analyse statistique dans lequel ces différents principes ont été appliqués et ça nous permettra de bien voir ça dans le détail également. Et je précise que ça, c'est le plan d'analyse statistique qui a été fait par un étudiant qui n'a même pas encore soutenu. On va analyser ces données cette année. Mais j'ai voulu prendre ça vraiment pour que vous vous rendiez compte que c'est quelque chose qui est accessible, qui est faisable. Donc, c'est un étudiant même de cette année qui a fait son plan suivant l'une des vidéos qu'on a fait les années antérieures, comme celle que je suis en train de faire maintenant, et qui a pu concevoir quelque chose où moi, je n'avais rien à redire. Au point où j'ai même pris son plan d'analyse statistique pour faire l'exemple dans ce cours. Et c'est davantage que vous dites qu'en fait, des choses qui sont accessibles, mais il suffit de les comprendre et de savoir comment ça se fait. Et à la fin, vous pourrez les faire également sans aucun souci. Donc, on va regarder ici, sur le plan d'analyse statistique, là. Voilà, je vais agrandir un peu pour que ce soit visible. Donc, c'est un étudiant. Son travail porte sur la prévalence et les déterminants du reflux gastro-œsophagien chez les patients en consultation dans les hôpitaux de la région de l'Ouest. Et comme je disais tout à l'heure, on commence toujours par présenter ses objectifs de travail. Vous voyez là, par exemple, son étude spécifique numéro 1, c'est de déterminer la prévalence du reflux gastro-œsophagien en consultation dans les hôpitaux où il travaille. Ça, c'est son objectif tel que c'est dans son protocole. C'est ça qu'il remet ici. Et maintenant, on a les titres, pardon, on a les titres et les sous-titres qui correspondent en fait aux objectifs qu'on a. Vous voyez, ici, on a objectif 1, déterminer la prévalence. Donc, évidemment, le grand 1 sera prévalence du reflux gastro-œsophagien. Et là, j'ai donc le 1-1 qui est la prévalence même en consultation. Et j'ai le premier tableau, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a tableau 1, par exemple, dont les tableaux sont directement numérotés. On a le titre du tableau, prévalence du reflux gastro-œsophagien en consultation, comme ici. Et on a le contenu du tableau qui se présente ici, tel qu'on peut le voir là. Ça, c'est son tableau. Et on verra ces éléments à la prochaine session, comment est-ce qu'on fait la statistique descriptive. Je vous montrerai, c'est ça qu'elle a appliqué ici. Avec ici l'intervalle de confiance, on verra ce que c'est, quand est-ce qu'on pose un intervalle de confiance et à quoi est-ce que ça sert. Mais en gros, on a ce premier tableau qui va ici. Ensuite, on a 1, 2, caractéristiques sociodémographiques. Et vous voyez, on a ici le tableau 2 correspondant, les tableaux sont numérotés. On a le titre du tableau qui se présente là et on a le tableau en question lui-même. Et vous voyez que pour l'âge, par exemple, il a directement posé les catégories qu'il veut avoir. Moins de 50, ceux qui ont 50 et ceux qui sont à plus de 50. Et vous voyez que s'il n'avait pas précisé ça et qu'il m'avait juste dit comme statisticien, fais l'analyse de mes données, je n'aurais jamais compris qu'il me faut mettre dans ces catégories-ci. Et après, on a le sexe masculin et féminin qui se présentent là. Et tout à l'heure, je parlais de 3 traits horizontaux. C'est en fait ça, les 3 traits. On a le premier trait ici. C'est ça, le premier trait horizontal. On a le deuxième trait horizontal ici. Et le dernier qui est à la fin. Et ça, c'est dans le principe de présentation des tableaux selon la norme APA, ce que la plupart des institutions utilisent pour la présentation des tableaux. L'idée, c'est de dire les titres du tableau qu'on a en haut doivent être entre 2 traits et on a juste un trait à la fin. Je veux dire les titres des colonnes des tableaux qu'on a, c'est dans les traits.
Et on a une autre partie qui est juste à la fin. Et tout le contenu qu'on a au milieu doit être blanc, sans aucun trait vertical, sans aucun trait horizontal dans la partie de contenu de tableau. C'est pour ça qu'on a ça ici. Donc, vous voyez, il y a un trait là, un trait ici et un trait à la fin et tout le contenu est vide. Et lorsque vous voyez ici, en fait, je disais tout à l'heure, ça ne doit pas être dans une cellule parce que si vous regardez bien, vous pouvez avoir l'impression que tout ça là, on a mis dans la même cellule du tableau, mais en fait, ce n'est pas le cas. Si je viens, par exemple, ici, je clique sur le tableau là, par exemple, je viens sur disposition du tableau, ici en haut, et puis je vais là, non, plutôt création de tableau, voilà. Je vais là sur bordure et je vais sur afficher le quadrillage. Vous verrez qu'en fait, lorsqu'on présente le quadrillage, chaque ligne ou chaque modalité est dans sa ligne à part. Cette modalité est dans sa ligne, ceci est dans sa ligne, ceci est dans sa ligne, ceci est dans sa ligne. Et ce qui est malheureusement souvent fait et qui n'est pas la bonne chose, c'est de venir ici faire entrer et mettre inférieur à 50. Donc, quelqu'un qui mettrait ça comme ça, de venir ici faire entrer et mettre 50, comme ceci. De venir ici faire entrer et mettre supérieur à 50. Voilà. Si je mets par exemple comme ceci, j'enlève le quadrillage, là. Quand je présente comme ceci, on a l'impression que c'est toujours comme c'était avant. Je veux dire, on regarde là, c'est toujours, voilà, il n'y a pas de trait. Mais en fait, tout ceci est dans la même cellule. Et le problème que ça pose avec ça, c'est que quand je vais mettre les objectifs, les effectifs ici, si par exemple ici je mets 25, ici je mets 62, il suffit que quelqu'un par erreur vienne faire entrer ici pour que 25 décale et que 62 décale. Parce que justement, tout ça est dans la même cellule et ça peut très facilement être décalé même par erreur. Alors qu'à l'inverse, si je mets chaque modalité dans sa cellule comme ici, par exemple là, si je mets 25 ici, et puis là, je mets 32 ici, lorsque je vais faire entrer là, même si ce n'est pas erreur, je fais entrer ici, ça va en fait décaler avec les autres lignes qui sont en bas sans nécessairement avoir à décaler les chiffres comme ce qu'on a eu ici. Et c'est pourquoi c'est vraiment important de garder chaque modalité de réponse dans sa ligne à part. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on arrive à le faire. Mais c'est vraiment important de garder ça à l'esprit lorsqu'on parle des principes du plan d'analyse statistique. Et voici un exemple de présentation pour les éléments qui ont besoin de texte et pas forcément de tableau. Par exemple, ici, la personne a écrit, pour l'âge, calculer la moyenne, plus ou moins écart type, ou alors la médiane et l'intervalle interquartile avec le minimum et le maximum. Et ceci, c'est parce que justement, comme j'expliquais tout à l'heure, et on le verra davantage à la prochaine session sur la stat descriptive, je ne peux pas savoir à l'état de mon plan d'analyse qu'est-ce qui convient d'utiliser entre la moyenne et la médiane. Et c'est pourquoi c'est important que je prévoie déjà les deux. Et en principe, c'est celui qui fait l'analyse statistique qui va pouvoir choisir ce qui correspond le mieux pour pouvoir décrire les variables que je suis en train de présenter ici. Et ainsi de suite, on va voir peut-être, donc, 1, 3, on est dans le petit numéro 1, caractéristiques cliniques, vous avez là, en fonction de comorbidité, effectif, pourcentage. Et à chaque fois, chaque ligne, ah, ici, il y a un problème parce qu'on aurait dû avoir, non, je crois que c'est juste le Word qui fait ça. Mais chaque élément doit être dans sa ligne à part, comme ceci. Bon, je peux afficher le quadrillage là pour qu'on voit si ça a été bien fait ici ou pas. Voilà, ici, là, c'est pas bon. Il m'a lobé sur ce coup. Parce que là, présenté de cette façon, quand on mettra les objectifs, par exemple 63, 36, 96, si quelqu'un vient faire entrer là, ben, on est complètement perdu. Ça va décaler les effectifs, on ne saura plus qui se trouve où. Alors qu'on devrait avoir chaque élément sur sa ligne à part dans un plan d'analyse statistique qui est bien présenté. Très bien. Ensuite, on va avancer donc pour arriver tableau 4, signes physiques, ainsi de suite. Tableau 5, ouais, à chaque fois, les titres des tableaux sont là avec le tableau correspondant et le contenu. Ensuite, on parle aussi numéro 2. Identifier les facteurs associés au reflux gastro-œsophagien chez les patients, blablabla. Et on a le tableau numéro 6, facteurs associés. Et vous voyez qu'ici, maintenant, on a les tableaux qui correspondent à l'étude d'association avec les outils statistiques qu'on veut utiliser. Par exemple, ici, on a précisé, on veut avoir le odds ratio, on veut avoir l'intervalle de confiance, on veut avoir la valeur P sous cette présentation-ci, on veut avoir les malades dans cette colonne et les non-malades ici. En fait, c'est vraiment un tableau d'études d'association tel que cela doit se présenter dans les résultats d'un travail de recherche. Et ça, c'est parce qu'il a fait dans le plan d'analyse que quand je ferai l'analyse, je vais savoir précisément comment est-ce que j'arrive à présenter les résultats pour l'étude d'association dans son travail.
Et ici, par exemple, ici pour l'âge, OK, il veut qu'on mette inférieur à la médiane et supérieur à la médiane. Et donc, je vais calculer la médiane, voir à quoi ça correspond et pouvoir préciser ça dans ces résultats ici. Et si je descends là, on va voir qu'il y a un autre objectif. Donc, c'est tous les facteurs associés. Maintenant, plutôt les comorbidités associées au flux gastro-œsophagien. Et j'ai les comorbidités ici. J'ai les malades. Bon, en principe, c'est malade, non malade ici. Odds ratio et valeur P. D'ailleurs, on peut mettre carrément ici RGO, au flux gastro-œsophagien. Et puis, je mets ici 8, par exemple. Et là, je mets non. Je vous dis ça, c'est la colonne de ceux qui ont le reflux. Ça, c'est la colonne de ceux qui n'ont pas de reflux. Et ça, c'est le odds ratio. Et là, c'est la valeur P qu'on a ici. Et ensuite, je peux continuer donc, ici pour les autres facteurs associés. Ici, par exemple, c'est les paramètres cliniques qui sont associés. Et après, enfin, on a troisièmement identifier les symptômes associés à l'œsophagite peptique. Ça, c'était son troisième objectif spécifique. Et j'ai le tableau 9 qui va avec. J'ai la maladie œsophagite peptique, pas d'œsophagite, avec les facteurs qui sont associés également, qui sont présentés ici. Ça, c'est la suite de cet objectif-là. J'ai les symptômes associés à l'œsophagite peptique avec les symptômes qu'il y a là et l'association ou pas dans le tableau à côté. Et parfois, on peut ajouter l'analyse multivariée comme un autre tableau. Et ça, on le verra le troisième jour. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire toutes les 3 sessions. C'est quoi l'analyse multivariée? Comment est-ce qu'on présente ça dans ces résultats? D'abord dans le plan d'analyse statistique et ensuite dans les résultats qu'on va avoir à la fin. Et globalement, voici un exemple de plan d'analyse statistique. Voici comment ça devrait se présenter avec les différents principes et les éléments que j'ai expliqués tout à l'heure. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à mettre des tableaux sous ce format-ci? Je vais vous montrer pour que vous voyez et que vous ne fassiez pas la même erreur de mettre plusieurs modalités dans la même cellule. Lorsque je veux mettre un tableau sur Word, par exemple, je viens ici, Insertion, je choisis Tableau, et en fonction du nombre de cellules et de lignes que je veux, je vais choisir les éléments. Par exemple, prenons d'abord un tableau de description simple, où on a effectif et pourcentage. Je peux prendre par exemple comme ceci. Ça, c'est mon tableau qui se présente là. Je peux avoir ici variable, effectif, pourcentage, par exemple. Ça, c'est les 3 éléments que j'ai dans mon tableau. Pour avoir le format que je vous ai montré tout à l'heure, lorsque je sélectionne un tableau comme ceci, parce que là, pour le moment, j'ai les traits horizontaux partout, j'ai les traits verticaux là, ce n'est pas ce qu'on veut avoir. Lorsque je sélectionne mon tableau ici, par exemple, vous allez voir que dans création de tableau, vous avez plusieurs formats de tableau, plusieurs styles de tableau qui se présentent ici. Et donc, si je déroule ma liste comme ceci, vous allez voir les différents styles de tableau. Et il faut juste choisir le style qui se présente là, qui a 2 traits horizontaux en haut, un trait en bas, mais avec des couleurs à l'intérieur. C'est souvent de ce format ce qu'il faut partir. Donc, je choisis ce format. Et la dernière chose, je viens dans l'espace qui est en haut à gauche ici, où il y a la case ligne à bande qui est cochée. Je vais juste décocher cette case-ci et ouais, que je me trouve à la fin avec un tableau qui a uniquement les 3 traits dont on parle au niveau des titres des colonnes et un trait à la fin. Mais si je veux quand même voir la présentation des traits qui sont fictifs, du moins qui sont pas apparents, je peux venir toujours dans création de tableau. Après avoir sélectionné mon tableau, je viens dans création et dans bordure, je peux choisir ici afficher le quadrillage. Ça fait que ça me montre en pointillé là où les traits auraient dû être, mais qui ne sont pas là parce que j'ai fait disparaître ces traits-là. Et je peux donc aisément maintenant mettre mes variables ici. On peut mettre la sexe, je peux mettre ici masculin. Voilà, masculin. Je peux mettre ici féminin. Je peux mettre là âge. Je mets les catégories d'âge et ainsi de suite. Et après, je n'ai qu'à enlever le gras là où je veux pouvoir l'enlever. Et ainsi de suite, je crée mes différents tableaux correspondant à mes objectifs spécifiques. Là, je mets mon titre de tableau ici. Par exemple, je mets tableau 1, chiffre romain majuscule, description disons, description de l'âge et du sexe de la population d'études. Par exemple, ça c'est mon tableau 1. Je mets les différentes variables qui sont là. Après, je mets tableau 2, je mets ma description. Et ainsi de suite, j'ai les différents tableaux qui correspondent à mon plan d'analyse statistique. Donc voilà en gros un exemple de plan d'analyse statistique avec les principes qui sont appliqués là-dedans, avec les éléments que vous pouvez avoir à l'intérieur. Et ça, on verra davantage dans les prochaines sessions le contenu de manière plus précise. Quand on parle de statistiques descriptives, qu'est-ce qu'on met concrètement? Moyenne, médiane, comment est-ce qu'on choisit ça? On verra également pour l'étude d'association, quand on parle de odds ratio, de valeur P, qu'est-ce que ça veut dire? C'est même quoi la valeur P concrètement? À quel moment je mets l'intervalle de confiance? À quel moment je ne mets pas?
Et je suis souvent sidéré quand les gens demandent des valeurs P à tort et à travers. Quelqu'un qui dit tableau de description de l'âge et du sexe, il met entre parenthèses calculer la valeur P. On ne voit pas à quoi ça va servir, à quoi ça correspond. Et c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment éviter. Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines sessions, à quoi ça sert et comment est-ce que ça fonctionne. Et pour terminer, je vais partager avec vous quelques éléments de ce que nous faisons, peut-être juste pour information, quelques résultats que nous avons déjà pu avoir. Il y a ce document, le guide pratique d'initiation à la recherche quantitative en santé, dont je suis l'auteur. J'en ai parlé un peu au début. En fait, dans ce document, on revient sur quasiment tous les aspects de la méthodologie de la recherche. Type d'études, taille d'échantillon, les références selon Vancouver avec Zotero, etc., avec des captures d'écran. Également, il y a notre page YouTube où on a maintenant plus de 60 vidéos là, complètement gratuite, c'est YouTube, sur les thèmes assez variés. La rédaction d'articles, comment on fait une introduction, c'est quoi le problème de recherche, le protocole de A à Z, l'initiation à l'analyse des données avec SPSS, etc., que vous pourrez voir là-bas également. Il y a des séminaires que nous organisons en présentiel ou en ligne, comme celui qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Il y a également notre plateforme de formation. On a des formations beaucoup plus détaillées et plus précises, avec suffisamment d'exemples pratiques. Comment analyser les données avec SPSS, avec R, comment faire masque de saisie avec CS Pro, etc. Également, on a une plateforme de suivi personnalisé des étudiants où chacun peut avoir un compte là-dessus, mettre son protocole pour qu'on corrige, mettre son plan d'analyse pour qu'on corrige, mettre sa base de données pour qu'on analyse. Et c'est vraiment comme un compte privé où on peut échanger directement avec l'étudiant sur la plateforme. Et on a une équipe d'une quinzaine de médecins, statisticiens avec qui on travaille pour pouvoir accomplir cet objectif et plein d'autres choses que nous faisons. Et sur ce, je vous remercie avec cette citation que j'aime beaucoup, qui dit, je traduis en français, faire de la recherche sans en maîtriser la méthodologie, c'est aussi grave, sadique, méchant que quelqu'un qui fait un acte chirurgical dont il ne maîtrise pas la technique dans un environnement où il y a des spécialistes. Et ça, je crois que la plupart des personnes sont d'accord pour dire, ça c'est une aberration, on ne veut pas avoir des choses comme ça. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes font sans en apprendre. Et c'est pourquoi notre challenge, c'est amener les gens à maîtriser la recherche au moment où on est en train de s'engager à faire des travaux de recherche.